Wopé, voilà Isabelle Kishnin, auteure, selon un article publié sur le site de Freedom, gourmande. Elle serait gourmande. Enfin, c'est le bouquin en fait qui s'appelle Gourmande et Gourmande se laisse dévorer avec plaisir. Franchement, je pense que parfois il faut que les gens réfléchissent un petit peu ce qu'ils disent. Alors nous aussi, on va s'en payer une bonne tranche dans Cosmo Réunionnais. Alors, j'ai bien dit, on va se payer une bonne tranche et j'ai pas dit allons manger un gazon. Donc, bonsoir Isabelle Kishnin. Bonsoir JC. Alors, finalement, j'allais dire, on va quand même montrer le livre. Et pourquoi gourmande? Déjà, on va regarder regardez la couverture. Oui, gourmande. J'ai pas compris. J'ai regardé et je me suis demandé quel était le lien. Quel est le lien entre ce visage, cette bouche et le titre? Et le titre et surtout le contenu du livre et le thème du livre. Alors en fait, Gourmande évoque le thème des violences faites aux enfants et particulièrement le thème de l'inceste à travers l'histoire de trois personnages. Mathilde, qui a une quarantaine d'années, qui est prof de lettres à l'Université de La Réunion. Damien, un de ses étudiants, qui est un jeune rappeur rebelle du quartier des Camélias. Et Marie, la petite amie de Damien au début du livre. Le livre raconte, ces trois personnages portent des blessures douloureuses de l'enfance et le livre raconte comment au contact les uns des autres, ils vont se servir de béquilles en quelque sorte et essayer de retrouver leur part gourmande, leur soif de vie. En fait, à travers ce texte, j'avais envie de questionner qu'est-ce qui fait c'est quoi l'étincelle de vie qu'on a tous, même si on vit des choses très difficiles, qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie de croquer dans le gâteau de la vie, même si les précédentes bouchées étaient très indigestes. Donc voilà ce titre. Et concernant le visuel, parce que je sais qu'il interpelle beaucoup les hommes, ce visuel. En fait, ce qui m'interpelle sur ce visuel, c'est pas tant que ce soit la bouche d'une femme et une bouche magnifique, c'est la fumée. En fait. Ah, pourquoi? Parce qu'elle sort de la bouche, mais elle va vers le nez. Oui, la direction dans laquelle elle va, peu importe. Après, ce choix de visuel était volontaire et complètement assumé parce qu'il a quelque chose d'un peu provocateur et d'un peu dérangeant, ce qui était mon souhait. Parce que le thème de l'inceste est un thème qui dérange. Voilà. Pas seulement, parce que aussi, j'allais dire, les dégâts que cause tout acte violent sexuellement sur un enfant comme sur un adulte, c'est que derrière tout ça, il y a une provocation qui naît après. Quand on parle de gourmande, comment après manger savourer le gâteau de la vie, comment apprécier chaque moment. Et dans le comportement, il y a une provocation. C'est quelque chose qui est réel. Et dans cette photo, la provocation, elle est là. C'est une chose, c'est une réalité. Mais comment en même temps aussi se guérir de cette souffrance qu'on vous inflige? Comment trouver la part de soi dans l'amour, parce que ça reste un proche, souvent c'est le père. Comment aimer et haïr la même personne? C'est tout le questionnement de ce livre. C'est vraiment ce que j'avais envie de questionner. C'est-à-dire que, notamment dans les rapports aux autres, dans les rapports amoureux, dans les rapports amicaux, comment on aime encore après ça, comment on fait encore confiance aux autres après ça. Donc j'avais vraiment envie de questionner ce thème-là. J'étais journaliste précédemment pendant 12 ans et j'ai pas mal écrit sur ce thème-là et j'ai rencontré un certain nombre de victimes d'inceste, une fois adultes. Je pense que l'une d'entre elles m'a très certainement inspiré le personnage de Mathilde. J'avais été très marquée par la rencontre avec cette femme. Elle m'avait reçue, c'était une chef d'entreprise qui m'avait reçue dans son entreprise et je suis arrivée, j'ai vu une Wonder Woman qui encadrait ses équipes, qui avait l'air très sûre d'elle, très forte. Et puis elle m'a fait entrer dans son bureau, elle a fermé la porte, elle s'est assise et elle a fondu en larmes. Et là, en face de moi, j'avais une petite fille de 7 ans.
C'était c'était très fort comme moment. C'était vraiment très très fort. Une fois que la carapace s'est fissurée, c'était vraiment un moment très intense. Ça c'est quelque chose. Effectivement, lorsque la carapace se fissure, lorsque la personne ouvre une fenêtre, ouvre la porte tout simplement, il y a tout qui sort en même temps. Et comment on capte son émotion, on capte sa souffrance, parce que la souffrance amène l'émotion. Comment on capte la culpabilité de s'être fait, d'avoir été victime de cette violence. Comment on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir provoqué ça? Oui, c'est aussi... ce sont aussi des thématiques que j'évoque à travers l'histoire de mes personnages. Tout ça, tout ce que tu avances, c'est vraiment des conséquences cliniques que les psychologues constatent chez les victimes parmi les séquelles. Il y a vraiment un trouble du rapport au corps qui est constaté de façon très fréquente. Évidemment, un trouble des rapports amoureux, trouble du comportement alimentaire, des comportements autodestructeurs, excès d'alcool, excès de drogue, excès de sexe. On le retrouve chez l'un des 3 personnages du livre, Marie, et puis des comportements suicidaires. Et le taux de suicide est également important. Et très élevé, oui. Voilà. Juste se revenir sur la boulimie de sexe, si on peut dire ça, ou l'extrême dans le sexe. J'ai eu, moi, l'occasion d'interviewer une jeune fille. Elle a été violée par son père, par 2 oncles, par son frère. Et donc, victime de tournante, finalement, à un moment donné, elle tournait, elle servait tout le monde, pour être exact. Et après, il y a un moment, le corps a besoin d'avoir ce même rapport au sexe, même si c'est après, même longtemps après, c'est de soigner cette addiction, parce que c'est une addiction. Là, je ne sais pas. J'ai pas suffisamment de bagages. Moi, c'est un roman. Hein. C'est de la littérature. Donc après, je me suis beaucoup documentée. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses sur le thème de l'inceste, et notamment des livres écrits par des psychologues. J'avais échangé à l'époque où j'étais journaliste avec Madame Geneviève Payette, qui est l'ex-présidente de l'unité de victimologie. Elle est de Sacheux, de Belle-Pierre. C'est ça. Mais malgré tout, moi, je suis pas psy. Moi, j'écris. Non. Mais donc, du coup... Justement, ça nous donne, en tant que journaliste déjà, et en tant qu'écrivaine aussi, ça donne aussi une posture, parce que on reçoit et on remet sur un papier. Et on remet sur un papier ce que nous, on a compris, ou qu'on a ressenti, ou qui nous a touché. Bien sûr. Après, là, ce qui est très différent, et je pense que c'est pas un hasard que j'arrive à écrire mon premier roman maintenant, après tant d'années, parce que j'écrivais de la poésie depuis l'enfance, des fictions courtes. Et mes 12 années de journalisme, je n'ai absolument plus eu d'écriture littéraire, comme si l'excès de réel me fermait à tout imaginaire. C'était vraiment... Toutes les années où j'étais journaliste, j'avais plus d'écriture comme ça. On va juste rappeler qu'elle a été journaliste au Quotidien, puis au Journal de Lille. Exactement. Puis en Nouvelle-Calédonie, groupe R100. Donc du coup, je pense que je disais que c'est pas étonnant que je l'écrive maintenant que je ne suis plus journaliste et que je suis plus dans cette réalité. Du coup, là, moi, c'était vraiment une écriture littéraire, c'est-à-dire que contrairement aux articles que j'ai pu écrire sur le thème de l'inceste, là, j'étais vraiment dans l'intériorité de mes personnages. Et c'est ça qui est magique avec la littérature, c'est de se mettre à la place des gens et d'imaginer qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir, comment ils pourraient réagir à ce moment-là. Voilà. Et à travers ce récit, ce roman, c'est de voir que finalement, quelque part, à partir de souffrance, il reste l'espoir de croire en quelque chose, oui. De croire en soi d'abord, et de voir que l'autre, qui a aussi vécu des choses aussi graves, aussi dramatiques, peut être aussi l'autre. L'autre peut aussi apporter quelque chose. Bien sûr. Je crois que c'est vraiment... s'il y a un message... que j'aimerais qu'il soit retenu de ce texte, c'est vraiment celui-là, quoi. C'est celui d'abord d'apprendre à s'écouter soi,
d'entendre ces blessures, de les accueillir, de les accepter, et puis d'ouvrir la porte aux autres. Et puis peut-être d'être conscient, parce que c'est un peu le parcours de ces trois personnages, c'est que progressivement, ils découvrent les fêlures des autres personnages, et en fait, progressivement, ils prennent conscience que autour d'eux, comme eux, tout le monde a envie d'être heureux, et tout le monde n'a pas envie de souffrir. Et voilà. Mais il y a aussi une chose qui est vraie, c'est que quelque part aussi, c'est de découvrir que autour, il y a aussi des gens qui souffrent, peut-être pas des mêmes conséquences, mais qui souffrent également, qui ont aussi leur topic, qui ont aussi leur névrose, qui ont aussi leur traumatisme. Et ça, c'est aussi une... Je dis pas que ça aide. Si, ça aide, en fait. Finalement, ça aide. Mais enfin, moi, je crois que dans la vie, on est tous logés à la même enseigne là-dessus. C'est que tous, on souhaite être heureux, et tous, on a déjà connu la souffrance. Tous, on est sur un parcours semé d'embûches, et qu'il faut, quand on tombe, ben, il faut toujours se relever, parce que sinon, on reste là. C'est ça. Et j'ai eu deux expériences vraiment intéressantes récemment. L'association Lire pour en sortir, qui intervient dans les prisons, m'a invitée à échanger autour de ce roman auprès des détenus à la prison du Port et à la prison de Domingeau. Et donc les détenus que j'avais en face de moi avaient lu le livre. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et certains m'ont fait des retours qui m'ont beaucoup touchée. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment apprécié dans ce texte le fait que ça soit pas une vision manichéenne. C'était pas d'un côté les méchants, d'un côté les gentils, et que le livre montrait la complexité de l'être humain, et que ben voilà, les violences, elles se construisent à plusieurs, quoi. Et que, quand on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de nuances de gris. Oui. Oui. C'était pas un jeu de mots volontaire, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gris, et ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman, entre gris clair et gris foncé. Oui, c'est un peu ça, oui. Ouais. Pour revenir à ce roman, Isabelle, comment on passe de journaliste à attaché de communication? Après, on se dit non. Voilà, c'est mon tour à moi, parce que vous avez fait la promotion d'auteurs, d'écrivains, et d'un coup, vous avez dit non, ça va être mon tour à moi. Le moment est venu que pour moi de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est d'écrire quelque chose. Alors, c'est un chemin progressif. Je pense que message, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre à tout le monde. C'est oser, vraiment oser. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu écrire, mais je ne sais pas pourquoi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, peut-être aussi parce que en France, et peut-être encore plus à La Réunion, il y a comme ça une espèce de vision de l'écrivain comme quelque chose qui n'est pas accessible, qui n'est pas pour nous. Donc, voilà, c'était un espèce de rêve comme ça, mais qui semblait complètement irréalisable. Donc du coup, j'ai été d'abord libraire, premier métier, contact avec les livres. Et puis ensuite journaliste, c'était une façon d'écrire sans écrire, voilà. Et en fait, c'est mon blog qui m'a ramenée à l'écriture de fiction, à la poésie d'abord, et puis ensuite à des petits textes courts. Donc j'ai un blog qui s'appelle marcel@mondoblog.org, qui est hébergé sur la plateforme de Radio France Internationale. Et j'ai allée en formation en Côte d'Ivoire avec des blogueurs du monde entier, et beaucoup de blogueurs du continent africain. Et on nous a demandé de lire en groupe un texte de fiction. Parce que moi, au début, sur mon blog, je faisais que des textes journalistiques. En fait, je continuais à être journaliste sur mon blog. J'écrivais des articles sur les artistes de La Réunion. Et du coup, c'est cet exercice-là, et ce moment, je pense que je me rappellerai toute ma vie, ce moment où j'ai lu, j'avais jamais partagé mes textes, des choses plus intimes,
ou je l'ai lu à d'autres. Et il y a aussi un élément, c'est qu'à la presse, on nous dit toujours les faits, rien que les faits. On est rationnel, on est porté par une déontologie, on est porté par une méthode d'écriture. Et là, d'un coup, il faut sortir d'un cadre rigide pour aller dans l'imaginaire. Ce travail-là, c'est particulier. C'est magique. Moi, j'ai eu l'impression, et c'est... là, j'anime des ateliers d'écriture, j'ai appelé ça l'écriture bienveillante. Ça mêle atelier d'écriture et méditation de pleine conscience en direction des publics qui sont confrontés à des violences. On va juste prendre 2 minutes pour expliquer ça. D'abord, l'écriture bienveillante, c'est d'écrire des choses toujours positives, je suppose. Non. Alors, l'écriture bienveillante, c'est un programme donc, que j'ai élaboré qui associe les techniques de l'atelier d'écriture, donc écrire soit de l'imaginaire, soit du témoignage, et qui associe ça à des exercices de méditation de pleine conscience. Et la méditation de pleine conscience, c'est une pratique laïque qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques ces 10 dernières années. Et il a été prouvé que cette pratique, qui consiste en fait à se concentrer sur l'instant présent, ce qui est quand même intéressant pour les gens qui ont vécu des violences, des études ont montré que cette pratique-là améliore l'attention, lutte contre le stress et améliore le rapport à l'autre. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'écriture bienveillante, c'est une technique qui aide à mieux comprendre les autres, à mieux se comprendre soi et à mieux comprendre les autres. C'est écrire pour se vouloir du bien. Donc c'est écrire tout en revivant ou en vivant le moment présent. Oui. D'accord. La question, et il nous reste 2 minutes, la question, Isabelle Kichelin, c'est aujourd'hui, dans cette démarche-là, quel est l'objectif d'Isabelle Kichelin ? Écrire. Évitement, on dira en psychologie. Écrire. Non, là, mon objectif, là, c'est d'écrire. J'ai arrêté mes activités de communication. Je développe ces ateliers d'écriture bienveillante. J'ai déposé ce projet au concours des Assises de l'Outre-mer. Donc là, j'anime ces ateliers. Et puis, je suis en train d'écrire mon 2e roman. Déjà commencé ? Oui. D'accord. Ça parlera de... Ah, c'est trop tôt pour en parler. D'accord. J'ai essayé. Isabelle Kichelin, merci en tout cas pour d'être venu nous présenter ce premier roman. En tout cas, un roman qui a eu les faveurs de la presse. En tout cas, la presse a été assez dithyrambique dans les adjectifs utilisés pour parler de ce livre. J'ai pas eu l'occasion de le voir, j'espère avoir l'occasion de le lire en tout cas, et de revoir Isabelle Kichelin sur ce plateau pour parler de l'écriture bienveillante. J'aimerais bien vous réinviter pour qu'on puisse parler de ça, voir un petit peu exactement ce que ça fait et ce que ça apporte. Et je pense qu'on va détailler ça avec 2 ou 3 personnes avec qui vous travaillez. On aura l'occasion de faire ça. Merci. D'accord. Merci Isabelle Kichelin. Nous, on arrive à la fin de on va juste vous montrer une dernière fois le roman Gourmande, une très belle histoire, un très beau roman et je crois surtout une très belle leçon de vie. Merci Isabelle Kichelin. On va se quitter puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François et à Alain donc pour leur collaboration technique toujours très fructueuse et efficace. Merci donc à eux. Moi, je vous dis, portez-vous bien. Commencez bien votre soirée sur Télécréole. À demain.